Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon dimanche. J'allais même dire une bonne semaine, mais bon, de vous à moi, je pense pas que ça a été une bonne semaine ni pour moi, ni pour vous. On a été dans l'une des pires semaines dans la finance, parce qu'on a eu des cracks sans précédent, on a eu des baisses records, sur les bourses traditionnelles, notamment le CAC 40, donc la bourse de Paris qui a eu la plus grosse baisse. On était, je crois de mémoire, à moins 12,5% sur le CAC, donc c'est énorme comme baisse. Sur le marché américain, on n'a pas eu une baisse record parce que c'est un marché qui a quand même un petit peu plus de vécu, mais il y a quand même eu une baisse quand même assez impressionnante, quasiment moins 10% sur le S&P. Et sur le marché des crypto-monnaies, rien que cette semaine, on a eu une baisse de quasiment 50%. C'est juste du jamais vu. Si on regarde les graphiques, si on se met même en prenant un maximum de recul, la bougie qu'on a de cette semaine, c'est juste du jamais vu. Donc on est vraiment dans un phénomène complètement, on va dire, imprédictible qui arrive très rarement. En moyenne, c'est tous les 10 ans. Là, malheureusement, ça arrive aujourd'hui, enfin cette semaine plutôt. Alors après, je dis malheureusement. Malheureusement, en fait, si on est mal préparé, malheureusement, si on prend des mauvaises décisions, et heureusement pour certains qui justement attendent ces moments qui sont très très rares et qui à l'échelle d'une vie au final, on les rencontre combien de fois? Une fois, deux fois, trois fois peut-être? Et bien en fait vont permettre de pouvoir prendre des opportunités complètement délirantes. Alors bien évidemment en fait pour pouvoir en profiter, il faut être capable de survivre durant un crack. Donc il faut être capable de correctement avoir investi au préalable et s'y être correctement préparé également. Alors déjà, ce qui est vraiment important, c'est que toute stratégie et surtout tout investissement, doit comprendre une stratégie. Je sais que ça paraît barbant, mais de quoi tu me parles? C'est quoi une stratégie? Une stratégie, c'est tout simplement une ligne directrice qu'il faut suivre dans lequel vous avez quand même bien travaillé en fonction des différents scénarios qui peuvent arriver. Donc ça peut être un scénario haussier, une forte hausse. Donc là, il vous faut en fait des cibles pour pouvoir commencer à sortir et à récupérer en fait des fonds. Donc une stratégie en fait de sortie à profit. En cas d'une forte baisse ou même d'une invalidation de scénario, il vous faut une stratégie pour commencer à limiter la casse, à sortir, voire si c'est votre souhait, de réinjecter de l'argent. Ou alors, il vous faut également une stratégie en cas d'une journée noire ou alors même d'une semaine complètement noire où on aurait en fait des paniques gigantesques qui feraient effondrer l'ensemble des marchés. Voilà. Et à chaque fois, il faut un scénario et il faut des solutions, des choses qu'il va falloir faire. Donc très souvent, dans les stratégies classiques, quand on a un crack, on va injecter de l'argent. On va injecter de l'argent doucement, progressivement. La stratégie classique, en fait, c'est toujours en fait d'avoir un petit capital de côté. Par exemple, si vous investissez, disons, 1000 € par mois. 1000 € par mois, ok, vous vous dites, je vais garder, allez, 20-25% de ma capacité en fait d'investissement pour la mettre de côté dans un capital de réserve qui va être utilisé pour ce scénario noir. Alors, là où c'est compliqué, c'est que vous allez peut-être attendre ce scénario 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans avant qu'il arrive. Donc, bien évidemment, plus vous aurez attendu, plus vous aurez d'argent de côté et plus après, vous pourrez en profiter. La difficulté, on ne se le cache pas, c'est d'être capable de maintenir ce portefeuille, de ne pas en fait l'utiliser sauf quand vous avez décidé à la base de vous en servir. Parce que je sais que psychologiquement, on peut se dire, bon, au final, ça fait 10 ans, il ne s'est rien passé, il ne va rien se passer, donc je vais utiliser en fait mon capital. Et c'est là où vous le faites, où il se passe un truc. Donc c'est pour ça que, en général, on garde toujours un capital de côté, ce qu'on appelle en fait de la liquidité. C'est vraiment de l'argent cash qu'il faut placer correctement également pour ne pas le mettre à risque, mais ça on pourra en parler lors d'une autre vidéo, parce que bien évidemment le but c'est pas de tout mettre sur un compte bancaire et de prendre le risque à ce qu'il y ait une crise financière et que des banques sautent par exemple. Non, le but c'est aussi de savoir comment préserver en fait, protéger son capital des faillites. Voilà, donc ça c'est pareil, il y a plein de méthodes, il faut se diversifier, etc. Mais là c'est pas le but de la vidéo. Donc ce qui est important c'est d'avoir toujours de la liquidité pour ces événements-là. Ils sont très très rares, on ne peut jamais les prédire et personne ne peut prédire en fait ce qui s'est passé. On peut avoir un scénario baissier mais personne ne peut prédire un crack
Parce que tout simplement, ils sont souvent déclenchés en fait par des événements qui sont complètement imprédictibles. Personne, par exemple, il y a un an, personne n'a vu venir un crack maintenant. Parce que personne ne savait qu'en Chine, on aurait un virus qui allait se propager, etc. Donc ce sont vraiment des événements qui sont imprédictibles. Donc on ne peut pas les prédire en fait. Ça aussi c'est important en fait de l'accepter parce que très souvent on se dit non mais il y a des personnes qui ont réussi à prédire. Non, ils n'ont rien prédit du tout en fait. Ils avaient juste un scénario baissier. Ils n'avaient aucune idée en fait exacte de quand il allait se passer. Il s'est passé. Comme on peut avoir un scénario qui est haussier et on peut aussi avoir beaucoup de chance et il peut se produire très souvent. Et même en général, de manière régulière, c'est plus les personnes qui sont haussiers qui ont raison que plus les personnes qui ont baissier. Bon, mais bon, là, on n'est pas trop là pour en parler non plus. Hein. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans un moment comme ça, on est vraiment sur un moment clé, unique, qui arrive quasiment jamais. Donc c'est important en fait d'avoir de la liquidité de côté pour pouvoir en profiter. Là où c'est compliqué, c'est que cette liquidité, il faut l'investir intelligemment. Il ne faut pas en fait se précipiter à acheter maintenant, surtout des grosses quantités, sachant qu'on est toujours en fait dans une incertitude assez grande. Par contre, c'est pas déconnant de rentrer une première cartouche maintenant, au cas où, si jamais en fait le marché repart, vous êtes au moins rentré un petit peu dedans. Même si on va dire qu'il y a beaucoup plus de chances pour que le marché continue à baisser, que l'incertitude continue encore à grandir, et comme ça, vous aurez d'autres opportunités pour rentrer beaucoup plus tard. Donc, on va dire qu'à minima, c'est toujours bien de rentrer une première cartouche sur une première baisse. Sur une baisse de 10, 15, 20%, vous rentrez une première cartouche. Ensuite, c'est important de vraiment conserver les autres cartouches. Il faut au moins rentrer en 3 voire 4 temps. Vous gardez en fait vos autres cartouches et il faudra au moins qu'on ait une baisse de la volatilité. Parce que tant que c'est trop volatile, tant que les marchés bougent trop, honnêtement, c'est très compliqué en fait de rentrer dedans. Vous pouvez rentrer dedans sur un point bas pour que ça puisse repartir. Vous paniquez, vous revendez, ça redescend. C'est vraiment en fait des cas classiques qui arrivent très souvent aux personnes qui ne sont pas préparées à ça. Donc ça, il faut le comprendre. Dès que la volatilité commence un petit peu, on va dire, à baisser, dès qu'on commence à y voir un petit peu plus clair d'un point de vue économique et au niveau du coronavirus, là, on peut se dire, ok, là, on est en train de bien gérer les choses, c'est en train de baisser, je remets une cartouche. Et ensuite, quand le marché commence vraiment à repartir, là, on peut se dire, ok, c'est bon, là, j'en remets une troisième, et ainsi de suite. Donc, c'est important de ne pas cramer ces cartouches trop vite, mais c'est aussi important de commencer à les utiliser et ne pas vouloir absolument acheter tout en bas du marché. Car en général, on n'arrive jamais à acheter tout en bas du marché, sauf si on est audacieux et qu'on achète avant d'avoir des signaux de rebond. Moi, ça m'est déjà arrivé en fait de le faire. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Il faut une stratégie en fait pour le faire. Il faut savoir bien gérer ses risques. En tout cas, ce qui est important, c'est de bien comprendre que dans n'importe quel investissement, il vous faut toujours un petit capital de côté au cas où le scénario noir se produit. Maintenant, le deuxième conseil que je peux donner en fait pour survivre à un crash, c'est d'être ultra diversifié. Et on va dire que c'est durant un crack qu'on se rend compte que la diversification, c'est important. Imaginez une seule seconde une personne qui a tout investi dans la bourse ou alors qui a tout investi dans les crypto-monnaies. Imaginez une seule seconde sa réaction quand il se lève un matin et qu'il voit que son portefeuille total d'investissement a perdu 50%. C'est catastrophique. C'est catastrophique, psychologiquement c'est compliqué, alors que s'il avait diversifié en fonction de différents actifs qui n'ont pas le même niveau de risque, il n'aurait pas eu une baisse aussi forte. Parce que uniquement investir sur un actif qui est hautement spéculatif et très volatile, c'est quand même très dangereux. Moi, à plusieurs reprises en fait dans mes vidéos, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'il ne faut surtout pas investir uniquement dans une seule classe d'actifs. On n'investit pas que dans les crypto-monnaies, comme on n'investit pas que en bourse, comme on n'investit pas que dans l'immobilier. En fait, chaque, on va dire, classe d'actifs et chaque type d'investissement va présenter des risques importants si jamais on n'investit que dedans. C'est pareil pour ceux qui investissent dans l'immobilier. Ne croyez pas en fait que l'immobilier, c'est pas risqué. C'est très risqué. C'est même, je dirais, plus risqué que la bourse et les crypto-monnaies. Parce que dans la bourse et les crypto-monnaies, si on sait correctement gérer ses risques, on peut maîtriser son risque. Dans l'immobilier, on ne peut pas le faire. Dans l'immobilier, s'il y a vraiment des événements qui vont porter atteinte à votre business, il n'y a vraiment pas beaucoup de leviers pour réussir à s'en sortir. Prenons un exemple, par exemple. Une personne qui décide de se lancer à fond dans la colocation parce que c'est ce qui rapporte le plus en immobilier. Donc il se dit, moi je veux uniquement ce qui rapporte le plus, donc je ne veux pas en fait me diversifier, ça ne sert à rien. De toute façon, l'immobilier, il n'y a pas de risque, donc
il investit uniquement dans la colocation. Et il va se dire, ok, très bien. Donc là, il y a une super université en fait, avec énormément en fait, d'appartements qui sont en vente en ce moment autour. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en acheter plein. Voilà. Je vais en acheter 5, 10. Et il va acheter 10 appartements en colocation qu'il va louer pour les étudiants. Ça va marcher super bien. Il va louer parce que bien évidemment, il est bien positionné. Il est à côté d'une université. Et il se dit, tout va bien, je gagne plein d'argent tous les mois, il va pouvoir dépenser, avoir une belle vie, s'acheter une voiture, etc., etc. Bon bref, voilà. On va dire un petit peu la personne qui pense que son business ne peut jamais être atteint. Et là, il se passe quoi? Il se passe qu'on a un virus qui implique qu'on ferme les universités. Et on les ferme, on va dire, durant 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. Bon, je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qui est prévu. Je ne pense pas non plus qu'on ferme aussi longtemps les écoles, mais c'est juste un exemple, ok? Au final, tout est possible en fait dans des cas uniques comme ça qui arrivent vraiment très rarement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les étudiants, ils vont lui dire, bon écoute, je suis désolé en fait, mais là, je vais devoir repartir en fait chez mes parents durant 3-4 mois, donc je dépose mon préavis et je quitte l'appartement parce que je ne peux pas me permettre de le payer 2, 3, 4 mois, sachant que je n'ai plus besoin d'aller à l'école. Donc là, il se passe quoi? Il se passe que son business peut être mis en péril. Alors, il peut négocier, etc. Je suis d'accord. Mais on va dire qu'il a tout misé sur un seul business qui est vraiment concentré sur une seule activité. Et ça, c'est très dangereux. Imaginez que demain, il y a un attentat. Par exemple, dans une université. Ça va forcément marquer les esprits et il y aura beaucoup de personnes qui vont avoir peur d'y aller. Ça peut vraiment impacter l'université. Ça peut aussi impacter les business pendant plusieurs mois, voire plusieurs années aux alentours. En fait, il y a vraiment plein d'événements qui peuvent arriver, qui sont très rares, mais il faut les prendre en compte. Et si on veut se diversifier correctement, on ne va pas tout miser sur un seul type de location par exemple, on va faire de la colocation et on va essayer en plus de la faire dans plusieurs universités différentes. On va faire de la location longue durée, ça rapporte moins, je suis d'accord, mais aussi c'est beaucoup moins risqué. Et on va faire, pourquoi pas, de la location saisonnière, qui elle aussi peut être très risquée, notamment dans le cas en fait du coronavirus, où on a une baisse drastique du nombre de touristes et du nombre de personnes qui vont louer parce qu'ils vont rester cloîtrés en fait chez eux. Donc, si on a plusieurs en fait types d'investissements différents, vous voyez en fait qu'on répartit les risques et qu'au final on prend beaucoup moins de risques. Là où c'est très dangereux dans l'immobilier, c'est que si jamais vous n'êtes plus capable de rembourser votre crédit, vous allez faire un défaut. Vous faites un défaut de paiement, la banque va récupérer vos biens. Et donc là, c'est catastrophique pour vous. Parce que là, vous allez perdre beaucoup d'argent et en plus, vous ne pourrez plus investir correctement dans l'immobilier car vous aurez une mention sur votre dossier de cette personne ne paye pas. Donc, aucune banque va accepter une personne qui a déjà fait des défauts de paiement sur des crédits immobiliers ou alors avec des conditions drastiques, des taux plus importants, etc., etc. Bon, voilà, je pense que vous comprenez un petit peu le principe. C'est pareil en fait pour tous les investissements. Il n'y a pas un investissement qui est plus sûr que l'autre. Honnêtement, qu'on investit dans l'immobilier, dans la bourse, dans les crypto-monnaies ou même dans plein d'autres types d'investissements, chaque investissement comporte des risques et ces risques, je sais qu'ils arrivent rarement, mais ils peuvent arriver et notamment en fait ils arrivent durant des moments de crise comme on est en train tout simplement de vivre actuellement et c'est là en fait où on voit la robustesse au final des investissements et on voit aussi l'intérêt de la diversification. Plus vous serez diversifié, moins vous serez impacté. Alors vous serez impacté, mais vous serez moins impacté. Donc ça, j'espère que c'est vraiment important. La diversification, c'est vraiment le nerf de la guerre, hein, je vous le dis depuis maintenant très longtemps, et c'est vraiment comme ça en fait qu'on peut se protéger. Si on veut par exemple investir dans les crypto-monnaies, alors il y a la méthode du « moi je veux gagner beaucoup d'argent, je veux uniquement des grosses rentabilités, donc le Bitcoin ça a pris trop de valeur, j'en veux pas ». Donc qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites, ok, moi je veux uniquement investir dans les altcoins. Mais l'Ethereum, le Chainlink, le BNB, etc., ils ont déjà pris trop de valeur. Donc moi je veux vraiment gagner beaucoup d'argent. Donc je vais aller uniquement sur des petites crypto-monnaies qui ont très très peu de valeur et qui ont un potentiel de croissance qui est juste délirant. Oui, ok. Donc vous pouvez en fait tout investir, tout votre capital dans ce type de projet. Vous pouvez réussir à gagner. Vous pouvez, bien évidemment. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Mais on va dire que les chances de réussite sont très très faibles et surtout s'il arrive un truc comme par exemple une panique générale, qu'est-ce qui va se passer? Vos investissements, ils vont juste fondre comme neige au soleil. Alors que la personne qui aura accepté
d'avoir peut-être un peu moins de potentiel de hausse, mais un porte-monnaie mieux équilibré en termes de risque. Il aura beaucoup de Bitcoin, car le Bitcoin c'est essentiel, et ça je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Il aura des big caps, parce que ça aussi c'est important dans un portefeuille, et il aura quelques petites crypto-monnaies à risque, mais concrètement, son porte-monnaie, il aura perdu beaucoup moins de valeur. Alors il en aura perdu, je suis d'accord, mais il en aura perdu beaucoup moins. Donc ensuite, quand ça va repartir, il va aussi en gagner beaucoup plus. Parce que tout ce qui tombe, et ce qui tombe tout en bas, n'a pas toujours vocation à remonter. Ça aussi, c'est important de bien comprendre dans quoi est-ce que vous investissez. Alors oui, si vous achetez une action Total, par exemple, qui a perdu 40% de sa valeur, je suis d'accord avec vous qu'elle va remonter. D'accord ? Je suis d'accord. Mais quand vous achetez une toute petite crypto-monnaie qui a quasiment aucune chance de survie, en fait, avec une concurrence féroce, etc., on n'est pas du tout dans le même contexte. Donc tout ce qui baisse et qui descend proche de zéro n'a pas vocation à remonter, surtout quand on est sur des actifs très spéculatifs et très risqués. Donc ça maintenant, j'espère que c'est bien clair. Donc, j'espère que c'est clair. Le premier point, c'est toujours avoir un capital de réserve pour commencer à injecter. Et ceux qui ont un capital de réserve, là justement, ils se disent, et c'est génial, là les cryptos, elles ont perdu 50%, donc là je peux commencer à utiliser en fait mon capital pour injecter. Mais attention, on n'investit pas tout. Pourquoi ? Parce que personne n'est Nostradamus, personne n'est devin, personne ne peut savoir ce qui va se passer. Et surtout, en fait, dans des moments de crack avec une volatilité qui est extrêmement élevée, il n'y a plus vraiment de rationalité en fait. Donc, il n'y a plus vraiment de stratégie d'analyse technique ou même fondamentale qui peut fonctionner. Parce qu'on est vraiment en fait dans l'irrationalité en fait la plus totale. Donc, concrètement, là, il faut juste acheter, mettre une première cartouche, attendre que ça se tasse, que ça baisse, que le marché commence un petit peu à consolider, que la volatilité commence à baisser, que vous ayez une vision un petit peu plus claire et là, vous pouvez éventuellement reprendre des nouvelles cartouches. Voilà. Que ce soit dans les crypto-monnaies ou dans la bourse, c'est exactement le même principe. Tout ce qui chute fortement, oui, vous pouvez commencer à mettre une première cartouche, mais attendez un minimum, une baisse de volatilité et attendez également d'avoir un contexte qui devient plus favorable à l'investissement. Parce que sinon, vous prenez des risques. Ça peut payer, je ne dis pas que ça ne marche pas forcément, ça peut marcher, mais c'est juste que vous prenez davantage de risques. Ce qui est difficile en fait dans un moment comme ça, c'est vraiment d'être capable de garder ces cartouches suffisamment longtemps parce qu'on est en fait dans des événements qui peuvent durer assez longtemps. Ça peut durer 1 mois, 2 mois, comme 6 mois, comme une année. Une crise, ça peut durer une année. Et si vous cramez en fait vos cartouches trop rapidement, malheureusement, les meilleures opportunités en général, elles se font vers la fin des crises. Donc c'est pour ça que c'est important, je sais que c'est difficile de conserver au maximum ces cartouches. Maintenant, j'ai vu des choses quand même qui m'ont effrayé. J'ai vu des choses qui m'ont vraiment effrayé, en fait, notamment dans les crypto-monnaies, des personnes qui ont été liquidées. Donc je vous rappelle une fois de plus, c'est pas la première fois que je le dis, l'effet de levier, autant dans les marchés traditionnels que dans le marché des crypto-monnaies, c'est extrêmement dangereux. Ça l'est encore plus dans le marché des crypto-monnaies tellement il y a de volatilité. Moi déjà, l'effet de levier, j'y vois quasiment aucun intérêt. J'arrive pas à comprendre en fait aujourd'hui pourquoi est-ce que les gens ont besoin de prendre du levier sur des actifs qui peuvent déjà prendre 30, 40, 50% en l'espace de quelques semaines, voire quelques mois. Il n'y a aucun intérêt. Donc déjà en fait, vous prenez un risque. Même si vous prenez un petit levier, comme certains l'ont fait, avec des gros capitaux, eh bien, ils peuvent se dire, c'est bon, il n'y a pas de risque, c'est un petit levier, c'est x2. Il a pris un petit levier à l'achat il y a peut-être quelques mois. Et là, il se passe quoi ? Il se passe que le Bitcoin perd 50% en l'espace d'une semaine. Qu'est-ce qui se passe quand le Bitcoin perd 50% ? Même ceux qui ont pris des tout petits leviers se font liquider. C'est normal, parce qu'en fait, imaginez, vous avez un capital de 10 000 euros. Vous vous dites, ok, je prends un petit levier x2 parce que je suis sûr de moi, ça va monter. Et ça peut être le cas. Et vous pourrez très souvent avoir raison. Mais il y aura certaines fois où vous n'aurez pas raison. Et c'est pour ça qu'il faut savoir correctement gérer ses risques et ne pas faire n'importe quoi. On peut acheter quand on a en fait des convictions, c'est ce que moi je fais. Comme j'ai voulu par exemple acheter le support du Bitcoin des 8500, ça n'a pas marché, mon risque a été maîtrisé. Point barre. Le problème c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui investissent sans aucune connaissance en investissement, sans aucune gestion des risques. Et ça pour le coup c'est dramatique. Avant d'investir dans des actifs qui sont aussi volatiles et spéculatifs que les crypto-monnaies, il faut absolument se former, il faut absolument apprendre des stratégies d'investissement, il faut apprendre à gérer ses risques et après on commence à acheter. Ou alors vous commencez avec des tout petits montants, comme ça vous pouvez un petit peu vous faire la main et apprendre un petit peu tout seul sur le tas, pourquoi pas. Mais on ne va jamais commencer à acheter beaucoup si on n'a aucune idée de comment gérer son risque, aucune idée en fait de ce qu'on fait et qu'on dépend
de ce que disent des personnes sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas du tout la bonne chose à faire. Donc, c'est important de savoir bien gérer ses risques et de ne pas faire n'importe quoi. L'effet de levier, honnêtement, moi je vous le dis, c'est destiné aux pros. C'est destiné aux personnes qui savent correctement gérer leurs risques, qui vont avoir un gros porte-monnaie. Et très souvent, c'est pour faire du court terme, court, moyen terme, pourquoi pas. Mais honnêtement, sur une vision long terme, prendre du levier, ça n'a aucun sens. Alors oui, ça fait rêver. Je suis d'accord avec vous, en fait, ça fait vraiment rêver. Parce qu'on se dit, ok, j'ai 10 000 euros. Ah, imagine, je prends un levier x5. Ça me fait 50 000 euros pour investir. Waouh, j'aurai 5 fois plus de Bitcoin. C'est juste génial. Et puis en plus, là, on est tellement haussier, je suis quasiment sûr que ça va monter. Ok, on peut être sûr en fait. Mais dans ce cas-là, vous prenez un levier x5, mais vous gérez votre risque et vous mettez un stop qui vous permet en fait d'avoir une perte qui est contrôlée. Une perte de 1000, 2000, 3000 euros. Mais quand vous prenez un levier x5 et que le Bitcoin perd 30%, il faut comprendre une chose. Vos 10 000 euros, vous les perdez. Vous êtes liquidé. Parce que le principe de l'effet de levier, il est simple. C'est-à-dire que vous avez 10 000 euros, vous les mettez en collatéral. Grâce à ça, vous allez récupérer, on va dire 40 000 ou 50 000 euros, peu importe. Il faut comprendre que ces 50 000 euros qui ont été prêtés, la personne qui va vous les prêter, elle n'est pas folle. Si jamais en fait la valeur de ce que vous avez acheté commence à beaucoup trop baisser, elle va dire stop, j'ai peur que tu n'arrives plus à me rembourser, donc je prends ton collatéral. Alors, ça, il faut comprendre que c'est vraiment important, hein, c'est vraiment dangereux. L'effet de levier, c'est très dangereux. Donc, il faut bien comprendre le mécanisme. Il faut comprendre qu'un levier x2, on se fait liquider à 50%. Qu'un levier x3, on se fait liquider à 33%, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Plus vous prendrez du levier, plus et il faudra des pourcentages faibles pour être liquidé. Un levier x10, par exemple, il suffit d'une baisse de 10% pour dire adieu à votre collatéral. Donc vous perdez tout, littéralement vous perdez tout, vous retombez à zéro. Donc ça, il faut vraiment le comprendre. Et je sais que on se dit toujours en fait que tout va bien se passer, il n'y aura pas de problème, ça va aller, ça va aller. Effectivement, dans la plupart des cas, tout va bien. Il suffit qu'un jour, ça aille mal, qu'il n'y ait pas eu une bonne gestion des risques, et là, on perd tout. J'ai aussi vu des personnes qui ont perdu de l'argent sur les contrats CDP de Maker. Bon, c'est un petit peu technique, j'ai fait une vidéo sur ça, notamment sur la chaîne du Journal du Coin. En gros, avec MakerDAO, donc le projet MakerDAO, on peut placer notamment ces Ethers dans des CDP, dans des contrats intelligents qui vont nous permettre de générer des DAI. Donc c'est un stablecoin qui est adossé à $1. Et ça peut aussi nous permettre, dans certains cas, d'être rémunérés. Et il y a certaines personnes qui avaient tellement une croyance en ça qu'ils ont mis toutes leurs économies dedans. Des années et des années d'économies. Parfois même beaucoup d'argent. J'ai vu une personne qui avait mis 6 ans d'épargne dans justement un de ces contrats intelligents. Ça représentait 1000 à 1500 Ethereum. Donc ça peut paraître beaucoup, mais bon, 5 ou 6 ans d'épargne, c'est pas tant que ça au final. Si on a bien bossé, etc., ça reste une somme qui est confortable pour la personne. Mais le problème, il est où? C'est qu'il a tout mis dans ce contrat intelligent parce qu'il s'est dit c'est sécurisé, c'est en dehors du système bancaire, donc c'est protégé. Il était vraiment confiant par rapport à ça. Sauf que qu'est-ce qui se passe en fait? Et il se passe que si jamais en fait votre collatéral qui est bloqué n'est plus suffisant par rapport à ce que vous avez émis, il y a une liquidation. Et donc là, à cause de la forte baisse qu'il y a eu, notamment sur l'Ethereum, il y a eu une liquidation totale. Donc il a tout perdu. Donc littéralement, il s'est réveillé le vendredi matin avec plus rien. Avec plus rien, il avait perdu ses 6 ans d'économie. Donc là, en fait, ça peut arriver dans les crypto-monnaies, ça peut arriver dans la vie de tous les jours. Quand vous avez un État, par exemple, qui fait un défaut de paiement, comme c'est arrivé il n'y a pas très longtemps avec le Liban, que vous avez investi dans des obligations, vous pouvez perdre votre argent. Je vous rappelle quand même que les assurances vie et la plupart des placements qui sont proposés par les banques sont composés en grande majorité d'obligations. Obligations d'entreprise, obligations d'État. Les entreprises, elles vont pas être dans une santé financière excellente. Vous imaginez bien qu'avec le coronavirus, ça va être compliqué. Les États, c'est pareil. Quand on voit en fait l'Italie, qui est déjà un État qui est surendetté, qui a des finances très compliquées, qui est très fragilisé, avec des banques très fragiles, qui est actuellement en quarantaine, est-ce que vous pensez que c'est intelligent d'avoir de l'obligation italienne? Je vous rappelle que si vous avez une assurance vie en fonds en euros, vous avez une majorité d'obligations italiennes, parce que c'est ça qui rapporte des rendements. Les obligations françaises, allemandes, etc., elles sont à taux négatif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une Europe à taux négatif, les gestionnaires ou les assureurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller chercher du rendement, donc prendre du risque, donc se mettre sur l'Italie et sur l'Espagne. Donc si vous avez une assurance vie,
vous avez de l'obligation italienne, vous avez de l'obligation espagnole. Voilà. Et s'il y a un défaut de paiement, vous pouvez perdre de l'argent. Donc c'est pour ça qu'il faut se diversifier. On investit. Donc je vous dirai dans une prochaine vidéo comment faire pour protéger en fait son épargne. Ne pas la mettre dans le système bancaire classique, mais la mettre dans des fonds qui permettent de faire rémunérer votre cash, pas de beaucoup, de quelques pourcents, mais de le faire rémunérer sans prendre beaucoup de risques et surtout en ayant des titres de propriété qui vous permettent que même en cas de faillite, vous puissiez récupérer votre cash. Quand votre banque fait faillite, sur votre compte courant, vous ne pouvez pas récupérer votre cash. Ça va être l'État qui va devoir vous rembourser avec son fonds spécial. Et son fonds spécial, il a à peine 2 ou 3 milliards dedans. Donc, il n'y a clairement pas assez pour rembourser une faillite d'une banque, on va dire, de moyenne taille. Même pas une grande banque, de petite ou moyenne taille. 2 à 3 milliards, c'est pas assez pour rembourser 100 000 euros par tête. Voilà. Donc, il faut se diversifier absolument sur tout. Il n'y a aucun placement miracle qui fonctionne. Comme justement, je vais terminer en fait sur ça. Moi, il y a un client qui va sûrement se reconnaître, qui m'avait dit, voilà, moi je pense que je vais placer en fait mon argent sur Nexo. Donc Nexo, je pense que vous connaissez maintenant, c'est la plateforme qui permet en fait de rémunérer ces stablecoins, ou même on peut directement y déposer en fait des euros, même si après ils sont convertis en stablecoin. En tout cas, ça rémunère 8% par an. Alors on se dit, mais c'est génial en fait, parce que ça reste des stablecoins, donc c'est adossé à de l'euro ou à du dollar, ça rémunère à 8% par an, ben c'est génial, je vais tout mettre dedans. Ouais, sauf que qu'est-ce que j'ai dit au final à cette personne? J'ai dit, attends, fais attention, si tu mets tout là-dedans, tu prends le risque que si un jour ils font faillite, je sais que il y a peu de chances pour que ça arrive, mais si jamais ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Tu perds tout. Et c'est pour ça en fait que on ne peut pas espérer avoir un rendement de 8% par an sans prendre de risques. Tout comme on ne peut pas croire qu'en mettant son argent sur un CDP de maker qui va être rémunéré, on ne prend pas de risque. Il y a toujours un risque. Parfois, il y a peu de risques, parfois, il y a beaucoup de risques, mais il faut être capable de vraiment bien équilibrer tout ça, avoir un porte-monnaie bien équilibré, bien gérer le risque, prendre du risque d'un côté, en prendre moins de l'autre, et comme ça, durant un crack, on est serein. Voilà. Et donc moi, personnellement, j'ai commencé à mettre ma première cartouche, notamment dans les marchés financiers. J'ai encore pas mal de liquidités en fait de côté. J'attends maintenant, j'attends une accalmie parce que là, le marché peut encore fortement baisser. Honnêtement, la crise ne fait que commencer en Europe et aux États-Unis. Donc, ça peut encore beaucoup baisser. Maintenant, il faut attendre que le marché se calme. Dans les crypto-monnaies, c'est exactement pareil. Après une baisse aussi forte, on peut être audacieux, on peut commencer à rentrer dedans. Mais on prend le risque que la baisse continue. Donc, ce que les personnes, on va dire, les plus avisées pourraient vous recommander, c'est en fait d'attendre une baisse de la volatilité, d'attendre d'avoir un contexte qui commence à être un petit peu plus clair et après on reprend des positions. Voilà. Après, est-ce que vendre maintenant c'est une bonne idée? Moi je vous le dis, non, absolument pas. C'est une très mauvaise idée. On ne vend pas en fait quelque chose qui va perdre 30, 40 ou 50%. Ça c'est vraiment une très mauvaise idée. Ça c'est typique d'une personne qui n'est pas préparée, qui n'a pas de stratégie, qui n'a pas de plan. Voilà. Allez, j'espère que c'est clair. Donc j'espère que maintenant vous avez vraiment une vision plus claire de comment est-ce qu'on survit à un crack. Un crack est un événement que personne ne souhaite, que personne ne veut, mais qui au final peut arriver. Même si c'est extrêmement rare, il faut quand même s'y préparer. Donc c'est important de ne pas faire de bêtises. J'ai même vu des personnes qui ont fait des crédits pour investir et qui se sont en plus retrouvés liquidés parce qu'ils ont pris du levier. Honnêtement, voilà, on vous dit, faut investir l'argent qu'on est prêt à perdre. Et quand on vous dit ça, en fait, c'est pas pour rien. On vous dit de ne pas prendre du levier. Mais voilà, on a toujours des gens qui vont quand même le faire et qui après vont payer les pots cassés. Et ça peut être dramatique parce que ça peut vraiment impacter la vie de quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pas prendre ces choses-là à la légère. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, surtout, n'hésitez surtout pas à les poser dans l'espace de commentaires. N'oubliez pas que pour vous inscrire à ma lettre d'investissement qui va être envoyée dans quelques jours, si je la termine, parce que là je suis assez occupé, et bien écoutez, le lien il est juste dans la description. Quant à nous, écoutez, on se retrouve dimanche prochain, même heure, pour la prochaine vidéo. Gardez l'espoir, surtout, ne tombez pas en fait dans la panique, ne sombrez pas en fait dans le désespoir en vous disant c'est bon, tout a baissé, c'est la fin, etc. Non, c'est juste le début, c'est une opportunité. On est en fait dans un monde qui est cyclique, il y a tout le temps des cycles, c'est normal. Il faut comprendre que quand un marché baisse autant, il y a des opportunités qui se créent, c'est maintenant qu'il faut les prendre. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Bonne semaine à tous, accrochez-vous parce que je sais que psychologiquement, pour ceux qui ne sont jamais passés par là, c'est compliqué, mais accrochez-vous. N'oubliez pas que tout le monde au final est dans le même cas que vous.
Tout le monde est déjà passé par là. Certains ont plus d'expérience, d'autres non. Donc c'est normal, il faut apprendre également. Je vous dis, allez, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Merci.